Bon, je vais essayer de parler français aussi bien que vous. Euh, Quelqu'un a écrit un jour que la déception était à l'homme ou la femme de gauche ce que le cynisme est à l'homme de droite, c'est-à-dire une tentation permanente. Alors, je vais essayer de ne pas alimenter trop fort cette déception, cet aspect tragique dont on a parlé, mais d'aller un peu comme vous dans le registre d'une analyse un peu froide et que je vais faire assez courte parce que je crois qu'après tout le monde a envie surtout de débat. En discutant avec Guillaume de comment on allait orienter cette intervention, moi je me pose la question au fond de quel espace, quel acteur pour une gauche anti-austérité avec un côté désorientant pour beaucoup de citoyens, de militants qui ne comprennent plus trop où ils en sont de leurs propres préférences quant à ce que fait, ce que dit la social-démocratie ou la gauche radicale. Donc premier élément, j'aurais trois éléments, l'espace politique, l'espace institutionnel et l'espace économique. Premier élément, l'espace politique pour une gauche anti-austérité, avec un point sur la social-démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure des ailes gauches qui pouvaient se développer dans la social-démocratie. À mon avis, il n'y aura pas de succès des forces anti-austérité sans que les contradictions à l'intérieur de la social-démocratie jouent un rôle. Pourquoi ? Parce qu'on dit tout le temps, je travaille là-dessus, on dit tout le temps la social-démocratie en crise, on l'a dit même régulièrement morte, cadavérique, mais enfin le cadavre il bouge encore, il est même encore un peu chaud, et ça reste la principale alternative de gouvernement face à la droite et à l'intérieur de la gauche. Et donc évidemment elle connaît une forme de crise ou une forme de mutation, je ne sais pas comment il faut dire les choses. On parle souvent, alors en sciences politiques, on fait des moyennes, on va dire, ah bah oui, ça descend régulièrement depuis les années 70, effectivement. Il y a un déclin qui est structurel. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un autre indicateur qui me semble assez fondamental, c'est de regarder les moments depuis les années 50 où les partis socialistes ou sociodémocrates réalisent leur plus mauvais score. Donc si on prend les trois pires élections en gros de chaque parti social-démocrate en Europe de l'Ouest, on s'aperçoit que en gros, plus on avance dans le temps, plus la probabilité pour un parti socialiste ou social-démocrate augmente de faire son plus mauvais score. C'est-à-dire que les plus mauvais scores des partis sociaux-démocrates sont concentrés à plus de 70% depuis les années 90-2000. Donc effectivement, il y a une pente déclinante. Mais comme je le disais, la social-démocratie reste malgré tout, pour des tas de raisons, un acteur central du gouvernement, des États et de l'Union européenne en particulier. Elle le doit à des stratégies d'alliance, à des protections institutionnelles aussi, qu'on pense à certains modes de scrutin. On est bien placé en France pour le savoir. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Et effectivement, il y a des contestations qui se développent, des contradictions, pourrait-on dire, qui se développent à l'intérieur des partis sociaux-démocrates. Vous avez évoqué Jeremy Corbyn tout à l'heure dans le Labour. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en général, les ailes gauches se méfient un peu des élections publicitaires, des primaires. Bon, ça a toujours été quelque chose de difficile à faire passer. Et n'empêche que si Jeremy Corbyn devient le leader du Labour, ce sera grâce à une primaire et grâce à un mode de sélection que les blairistes et les néo-travaillistes avaient promu en leur temps. Ce sera sans doute l'ironie de l'histoire. Mais hormis cet aspect-là, il faut bien avouer que si on compare par exemple aux années 70 où déjà on vivait une grande crise économique, les ailes gauches social-démocrates restent assez faibles pour des tas de raisons là encore, mais faibles pour peser sur le parti, faibles pour peser sur leur gouvernement. Et elles le sont face à on va appeler ça des directions ou des élites social-démocrates qui ont fait un chemin, alors c'est un chemin vieux d'un siècle, mais pour reprendre les termes d'un certain Karl Polanyi, au début de son histoire, la social-démocratie, c'était un contre-mouvement qui venait de la société brutalisée par l'utopie libérale, par l'utopie du marché. Et aujourd'hui, elle a réalisé des grandes conquêtes, il faut peut-être le rappeler quand même, qui ont profité énormément, qui ont élargi le champ de la citoyenneté. Et en même temps, le chemin institutionnel qu'elle a fait, c'est que ces élites, ces organisations se sont retrouvées encapsulées dans des États qui ont eux-mêmes muté, en particulier depuis les années 80, et qui ont muté en même temps que le capitalisme. Et aujourd'hui,
les États européens se retrouvent à la fois encapsulés et partie prenante d'un capitalisme post-fordiste et d'États qui sont incapables en fait, de répondre à la crise actuelle. Et aucune des élites social-démocrates aujourd'hui en place au gouvernement n'est en mesure de répondre au fondement de la crise qui est en nous, en tout cas de la façon dont le croient les économistes hétérodoxes qui en général ont vu assez juste sur la crise. En France, on a les économistes atterrés à travers leurs différentes sensibilités. On a même un président de la République française qui nous dit que c'est l'offre qui crée sa propre demande et donc qui réhabilite certains économistes qui s'appelaient C et qui étaient la bête noire de Keynes. Alors certains voudraient dépasser Keynes, nous on n'en est pas encore là, qu'il se rassure. Et donc, au fond, la social-démocratie, à la fois connaît des contradictions, mais reste un agent politique, il faut l'avouer, qui est pour l'instant incapable de remettre en cause les piliers du néolibéralisme en Europe. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs sur l'échiquier politique, y compris comme aiguillon des partis sociaux-démocrates, et de regarder notamment du côté de la gauche radicale. Et de ce point de vue-là, les choses changent à une vitesse grand V depuis quelques années. Donc ça, c'est un autre acteur d'un possible anti-austérité. Les choses changent parce que depuis la chute du mur, depuis la fin de la famille communiste, cet espace de la gauche radicale était un espace quand même assez désert et qui était assez peu attractif. Et en réalité, c'est un espace qui se recompose à vitesse grand V et qui est très innovant. Et je pense qu'il faut regarder, pour les gens de gauche, vraiment ce qui s'y passe. On a eu tout à l'heure le témoignage de Podemos. Podemos est très innovant dans la façon dont vous en avez vu la démonstration, dont il réfléchit sur le discours à porter face aux citoyens, sur la façon de coder la réalité, de ne pas se laisser imposer certains cadrages. Et c'est très intéressant la façon dont ils proposent leur propre lecture de l'histoire espagnole depuis la transition. J'aimerais que peut-être des socialistes puissent en faire autant pour analyser ce que c'est que la Ve République au fond. Qu'est-ce que c'était vraiment le gaullisme dans cette société impériale finissante qu'était la France et dont le FN ranime quelque part un peu la nostalgie. Comment on interprète ce jeu d'alternance interminable qu'on a connu depuis 80. Bref, c'est un exemple parmi d'autres. Syriza n'a peut-être pas été innovant aussi bien sur ce plan-là, mais il avait en commun avec Podemos aussi de travailler en symbiose avec des mouvements aussi extra-parlementaires. Et ça, c'est aussi cet équilibre entre assumer la politique institutionnelle, la politique conventionnelle, et en même temps s'appuyer sur des dynamiques extra-parlementaires. Et ça fait partie à chaque fois de réflexions très innovantes. Juste un mot pour rappeler aussi que la gauche radicale est en progression de façon générale, c'est-à-dire qu'on se focalise souvent sur les cas de Syriza, de Podemos, et c'est bien normal parce que c'est là que c'est le plus impressionnant. Mais globalement, les forces de gauche radicale sont en progression en Europe depuis quelques années, en progression électorale, et donc ceci en miroir de la social-démocratie. Mais c'est une progression qui est encore faible, il faut bien le dire, et le cas de Syriza, qui multiplie son score par 10 en 6 ans, reste exceptionnel, de la même façon d'ailleurs que le PASOK qui divise son score par 10 en 6 ans reste un cas exceptionnel. Mais donc c'est la pointe avancée d'évolution profonde. Alors je parlais tout à l'heure de Syriza, des mobilisations extra-parlementaires qui lui ont manqué sans doute dans les négociations avec l'Europe. Alors il y a eu cet événement du référendum et c'est ça qui rend d'autant plus frustrant pour les gens qui étaient sensibles aux propositions de Syriza, ça rend d'autant plus frustrant l'improductivité de ce référendum au final. Et donc là j'en viens à mon deuxième point qui est l'espace institutionnel pour une gauche anti-austérité. Et là ça concerne tout le monde, sociaux-démocrates et gauche radicale ensemble. Michael Vallée l'a dit au début de son intervention et tous les intervenants l'ont dit, il faut poser la question de ce qu'est cet objet Union européenne et de ce qu'est la zone euro aujourd'hui sans tabou. Alors ce débat, il a déjà lieu dans la gauche radicale. Pour ceux qui suivent l'actualité, c'est même un débat assez houleux, puisqu'il y a un certain économiste qui s'est pris à évoquer des rapprochements assez sulfureux, qui est pour l'instant isolé évidemment, mais au moins le débat a lieu dans cet espace-là. Et du côté de la social-démocratie, il faut bien avouer que jusqu'à présent, on n'en parlait tout simplement pas. Alors, ça peut être pratique, mais disons que ça n'aide pas à y voir plus clair. Et ce que l'affaire Syriza a révélé, au fond, c'est ce qu'était l'ordre de la zone euro. Un ordre qui a été verrouillé
par plusieurs étapes, depuis Maastricht jusqu'au semestre européen, jusqu'au TSCG, tous ces noms barbares auxquels personne ne comprend rien. Et un ordre qui, au fond, met au centre la préférence d'un acteur et de ses alliés, qui est l'Allemagne et ses alliés, qui est la préférence pour la stabilité financière. Un ordre qui impose des règles à la fois budgétaires et monétaires à des économies, à des modèles socioproductifs qui sont historiquement, nécessairement hétérogènes. Ça a été dit 1000 fois, mais tout le monde ne peut pas s'aligner sur un seul modèle, et si ça se passe, ça se passera sur des années, et certainement pas en quelques mois. Et c'est un modèle, un ordre monétaire, un régime monétaire qui impose toutes les spirales d'austérité qui ont été maintes fois décrites. Et je fais le rapprochement, c'est pas pour être pédant, mais ça me semble assez frappant, avec ce qui était au fond le système d'étalon or avant la crise des années 30. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un régime monétaire, donc avec des monnaies liées à l'or, mais peu importe les détails, c'était un régime monétaire qui avait ce que les économistes appellent un biais déflationniste. C'est-à-dire qu'au fond, quand il y avait des déséquilibres, la seule façon de s'en sortir, c'était de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'austérité budgétaire et de l'austérité salariale, et de faire peser les coûts au niveau macro sur les salariés et sur les citoyens. Et déjà à l'époque, les sociodémocrates, qui n'avaient pas trop d'idées très fortes sur la monnaie, étaient souvent pieds et poings liés quand ils se retrouvaient à gouverner. Ils n'arrivaient pas à faire de politique originale. Ils n'arrivaient pas à échapper à l'austérité, parce que tout simplement, ils n'avaient pas de prise sur cette politique monétaire. Et on est un peu aujourd'hui dans cette situation-là, alors évidemment, on n'est plus raccroché à l'or, mais tout le système européen fait de l'euro finalement une sorte de nouvel étalon or. Et c'est pourquoi ça n'est pas étonnant que Syriza ait rencontré des résistances aussi fortes. C'est parce que Syriza, au fond, a mis le doigt là où ça fait mal. C'est que si on commence à déroger à l'ordre en régime, à la routine de l'euro, qui est dysfonctionnel, mais bon, on essaye de colmater à chaque fois les brèches, eh bien, si on désobéit, en fait, tout l'édifice s'écroule, il faut tout reconstruire. Et c'est porteur de désordre. Et donc, il a reconnu des résistances énormes, en particulier de la part de l'Allemagne, de ses alliés et de la BCE. Et aussi, il faut bien le dire, de la passivité de beaucoup d'autres gouvernements. Et de ce point de vue, toutes les espérances qui étaient fondées, je me souviens d'une certaine chronique de Bernard Guetta qui expliquait au moment de l'élection de Syriza qu'au fond c'était génial et que tous les sociodémocrates et la gauche radicale finalement raisonnable de Syriza allaient travailler main dans la main et changer l'Europe. Bon, visiblement, les choses ont un peu mal tourné. Et aussi parce que les élites social-démocrates qui faisaient partie de ce fameux Eurogroupe n'ont en réalité pas accompagné Syriza. On pourra raconter tout ce qu'on voudra. En fait, toutes les décisions qui ont poussé à aligner refus sur refus aux demandes de Syriza, toutes les décisions finalement ont été endossées de façon unanime par l'Eurogroupe jusqu'à ce fameux moment où le ministre Varoufakis se fait littéralement expulser de l'Eurogroupe, qui est une instance informelle mais qui décide du destin des peuples. C'est vous dire où on en est. Et donc au final, on a un système où on peut dire à un acteur un peu récalcitrant, la zone euro, tu l'aimes ou tu la quittes. Et la zone euro, au fond, c'est quoi ? Et je crois qu'il faut dire les choses de façon crue. La zone euro, aujourd'hui, c'est un ensemble hiérarchisé de pays, où il y en a qui sont plus importants que d'autres, qui ont plus de pouvoir que d'autres. C'est un ensemble qui a de facto une constitution économique, qui porte l'empreinte de ce nouveau mot, donc on commence à connaître la définition, qui s'appelle l'ordolibéralisme. Et c'est un régime monétaire qui, en réalité, est capable de résister ou de limiter très fortement le pluralisme politique. Et quand on a un pluralisme limité en sciences politiques, on appelle ça un régime autoritaire. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais en disant que, en tout cas, c'est la pente qui est suivie par cette zone euro. Je ne vais pas plus loin, je laisse la place au débat. Le troisième élément très court, beaucoup plus court que je voulais évoquer, c'était l'espace économique pour une gauche anti-austérité. Parce que tous ces aspects sur l'Union européenne, finalement, est une sorte de verrou supplémentaire, quelque part, pour des alternatives à l'austérité. Mais il y a une problématique qui est surplombante, quelque part, qui est, au fond, les moyens économiques d'échapper à l'austérité. Pourquoi ? Parce qu'on sait, non seulement... Alors, certains remettent en cause l'idée que la croissance puisse revenir au niveau auquel certains l'espèrent. On parle tout le temps du retour de la croissance, mais à moyen terme,
beaucoup d'économistes pensent qu'en réalité, c'est une illusion de croire que la croissance reviendra, en tout cas dans nos pays, dans nos économies matures, à plus de 2%, et que ce sera déjà assez bien comme ça. On sait aussi que selon toutes les projections, y compris avec des progrès technologiques faramineux, que même Jacques Attali n'oserait pas rêver, que même dans ces cas-là, en réalité, le découplage entre la croissance et les émissions de CO2, pour n'en rester qu'à cet indicateur, en gros, interdisent de penser qu'avec une croissance supérieure à 1,5 à 2%, on arrivera à tenir quoi que ce soit des objectifs qu'on se donne en matière de climat. Et donc, ça pose la question de comment on fait de l'emploi, comment on fait du progrès humain. Eh bien, en réalité, sans croissance, soit parce qu'elle n'est pas là, soit parce que ce n'est pas souhaitable de l'avoir. Et ça pose des questions extraordinaires qui sont celles ensuite de la sélectivité du crédit, qui sont celles de la répartition primaire des revenus et pas seulement de la redistribution. Autant d'enjeux que la social-démocratie avait un peu abandonnés et qui, en tout cas, remettent une question au centre, on en parlait dans la table ronde sur la démocratie, qui remettent la question du conflit social et aussi du conflit géopolitique et surtout géoéconomique en jeu, parce qu'une des raisons pour lesquelles les rares sociodémocrates de l'Eurogroupe finalement n'ont pas été de vrais alliés pour Syriza, je pense qu'il y a des tas de raisons qui sont louables. On connaît l'attachement de certains pour le couple franco-allemand et c'est l'histoire qui informe cette position. Mais il y a aussi, je crois, j'en fais l'hypothèse en tout cas, une forme d'intériorisation d'une subalternité géoéconomique. Je terminerai en disant que, au fond, alors vous allez me dire, je ne les ai pas connus, mais donc la situation fait un peu penser à la fin des années 70 où on avait, à la fois dans les partis communistes qui étaient encore puissants, et à la fois dans les partis socialistes et sociodémocrates, des tendances qui avaient différents noms, socialistes, eurocommunistes, qui essayaient de dépasser chacun des deux modèles, en se disant il faut dépasser le productivisme, il faut dépasser les relations de l'État très verticales, il faut dépasser les relations autoritaires et chercher des voies concrètes, démocratiques, de dépassement de toutes les dominations, qu'elles soient d'ordre économique, de genre, etc. Et j'en passe. Et au fond, on se retrouve, c'est assez frappant, on se retrouve un peu avec les mêmes questions 40 ans plus tard. En tout cas, quand je lis les textes de l'époque, moi qui n'étais pas né, je suis vraiment frappé. Et frappé aussi du retour d'une question stratégique fondamentale qui est le rapport à l'État. Et à l'époque, il y avait des réflexions assez prodigieuses sur, au fond, comment ne pas se faire manger par la logique institutionnelle et la logique étatique et quand même réussir à changer les choses. Et au fond, c'est les questions qui se posent exactement, presque, on va dire, dans les mêmes termes aux forces anti-austérité aujourd'hui, avec cette différence qu'aujourd'hui le pouvoir populaire est moins fort qu'auparavant. Il a subi 3 décennies de néolibéralisme qui ont désorganisé les forces du mouvement ouvrier, qui ont désassemblé les territoires, les droits des citoyens et l'autorité qui s'applique sur ces citoyens. Donc ces 3 décennies ont fait énormément de mal. Et en même temps, il y a des nouveaux acteurs. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière Jeremy Corbyn, ce qu'il y a derrière Occupy Wall Street, ce qu'il y a derrière Podemos, ce qu'il y a derrière Syriza, c'est aussi toute une jeunesse d'actifs ou d'étudiants qui craignent la précarité ou qui y sont déjà et qui sont potentiellement mobilisables et qui sont un acteur social potentiellement mobilisable pour une gauche anti-austérité. Voilà.